Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de LFNA TV. Au programme ce soir, la Ligue 2 et un week-end noir pour nos trois clubs néo-aquitains avec les défaites de Bordeaux, Niort et Pau. Tous les buts de nos équipes de la région en National 2 avec notamment le carton de Trélissac face à la réserve de Lorient 4-1. Jimmy Burgot, le capitaine, sera notre invité. En National 3, reportage à venir sur le promu Porte entre deux mers qui se déplaçait sur la pelouse du Stade Montois. Les images également de la victoire de l'ES Guérétoise en National 3 face à Pau. La D1 féminine Arkema reprend dans 2 semaines. Stéphane Guigaud, l'entraîneur de l'ASJ Soyaux Charente, sera avec nous dans LFNA TV. Et comme toujours, notre rétro est consacré au club de Riac-Rancon en Haute-Vienne, un club qui développe de plus en plus sa section féminine. On débute avec la 5e journée de Ligue 2. Les Girondins de Bordeaux recevaient Guingamp. Menés dès la 6e minute, les Bordelais n'ont pas pu inverser le score. Au classement, les hommes de David Guillon sont 5e avec 8 points. De leur côté, les Niortais n'ont pas pu résister aux assauts sochaliens. Une défaite 3-0 qui place les Chamois à la 16e place avec 6 points aux portes de la zone rouge. Enfin, le Pau FC était en déplacement à Quevilly-Rouen. Malgré l'ouverture du score d'Henri Cévé en début de deuxième période, les Palois s'inclinent 2-1 et se retrouvent avant-dernier de la Ligue 2 BKT. La 6e journée se déroulera demain avec tous les matchs à 20h45. Bordeaux recevra Quevilly-Rouen, Pau ira à Caen et les Chamois niortais recevront Valenciennes. Un mot également sur la 7e journée de Ligue 2 qui aura lieu ce week-end. Vous le voyez, Niort ira à Quevilly-Rouen vendredi. Le choc entre le Paris FC et les Girondins samedi après-midi. Enfin, Pau va clore cette journée avec la réception de Saint-Etienne lundi prochain. Dans l'actualité également, la 2e journée de National 2. Trélissac est désormais le leader de son championnat après une victoire 4-1 à domicile face à la réserve de Lorient. Les hommes de Hervé Louba ouvrent le score à la 41e minute par Kachito Wanduka. En deuxième période, c'est Cheikh Alan Diarra qui vient tromper le portier adverse. Deuxième but en 2 matchs pour l'ailier de Trélissac. Ensuite, les Dordognais vont se faire peur après la réduction de l'écart lorientaise. Mais à 10 minutes de la fin, c'est Pape Séné qui vient anéantir les espoirs des visiteurs. Enfin, Adama Diakité termine en beauté la fête des locaux sur penalty. Score final 4-1 pour Trélissac qui, avec 6 points, pointe à la première place du classement. Jimmy Burgot, le capitaine de Trélissac, est avec nous dans LFNA TV ce soir. Bonsoir Jimmy. Bonsoir. Racontez-nous un petit peu l'état d'esprit et l'euphorie après le match samedi. Trélissac, leader pour le moment. Pour l'instant, on le fête parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de buts à Firmin Doudou chez nous. Après, on ne s'enflamme pas non plus. Ça fait que 2 matchs. On a joué 2 réserves pro qui, souvent, c'est très compliqué en début de saison de les jouer parce qu'ils sont souvent forts, mais ils ont besoin aussi de prouver. Et on a 6 points. Donc ça, il faut les garder. Après, en plus, le contenu est bon en ce moment. On se contrarie en entraînement, on arrive à le développer en match. Donc tous les feux sont verts. On a fait des bons matchs de préparation. Donc pour l'instant, on est une équipe en confiance et il faut que ça dure. Mais après, on le fait pas trop non plus parce qu'il faut vite se remettre au travail dès ce soir parce que samedi, si on prend 4-0, ça y est, tout ça, ça sera du passé. Donc non, le plus dur sera de confirmer. Donc on s'enflamme pas et on continue le travail. Est-ce que pendant le match face à Lorient, il y a un moment où vous avez douté, vous meniez 1-0 à la mi-temps, 2-0 ensuite en seconde période, et à ce moment-là, à 20 minutes de la fin, Lorient réduit l'écart. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez senti l'équipe un petit peu douter ou justement vous avez tenu et ça a permis ensuite de marquer le 3e et 4e but à 10 minutes de la fin? Personnellement, et je pense que sur le terrain, après, je sais pas, parce qu'il y avait des personnes en tribune qui ont dit qu'ils ont eu peur pendant environ 5-10 minutes. Il y a eu une période de flottement. Mais nous, sur le terrain, dès qu'on a pris le but, non, franchement, on a essayé de rester serein, calme. On était chez nous, il restait du temps. On faisait un bon match. Donc, et on prend le but surtout on va dire, sur une erreur de notre part. C'est un but évitable. Il y a un manque de communication ou quoi, on leur donne le but, on doit dégager, on ne dégage pas. Donc au final, ils n'avaient presque pas d'occasion à faire ça. Je pense que ce but les a mis en confiance surtout. Donc il fallait être solide pendant 5-10 minutes après, derrière.
Et on a remis notre jeu en place et petit à petit, avec nos armes offensives qu'on a cette année, on a réussi à développer des occasions et à marquer, surtout dans le jeu, ce qui nous fait du bien parce qu'on est principalement marqué sur coup de pied arrêté. Cette victoire, elle apporte de la sérénité. On le sait, c'est très important en début de saison d'enchaîner les victoires pour travailler ensuite plus tranquillement. C'est ça également l'objectif, de ne pas se mettre à la faute et être tout de suite en panique. C'est ça, surtout nous, moi j'ai connu un peu les deux ces dernières saisons. C'est quand on gagne, souvent on a cette chance aussi. Enfin, je sais pas si c'est cette chance, parce que la chance, on dit tout le temps qu'il faut la provoquer, mais quand on gagne, on a l'impression qu'on gagne mieux tout le temps. Et quand on perd, on a du mal à sortir la tête de l'eau et on a l'impression qu'on a des cartons rouges au mieux de que ce soit un poteau sortant, on va prendre un poteau rentrant. Donc, non, là, franchement, on est en haut, on gagne, on a de la réussite, on est bon en plus. Donc, il faut absolument essayer de rester sur cette spirale positive. Et parce qu'après, une fois qu'on commence à perdre, le plus dur, c'est après de relever la tête. Ça fait 15 ans environ que vous êtes au club, Jimmy. Oui. Les deux victoires lors des deux premières journées, est-ce que ça change la donne en termes d'objectifs? Les objectifs sont les mêmes? Les objectifs, oui, ils sont les mêmes. La poule est compliquée. On voit les deux promus ont gagné. L'an dernier, c'était très, très homogène. Il n'y a aucune équipe. Le puits est monté, mais ils n'ont pas survolé le classement. Ceux qui sont descendus, on voit que c'était des bonnes équipes aussi, à part Montmarsan qui avait un peu la tête sous l'eau. Non, franchement, cette année, nous, l'objectif principal est de se maintenir le plus vite possible parce que les 6 descentes, les 5,5 font peur à tout le monde. On ne va pas se le cacher. Et donc, le niveau sera relevé d'année en année. Donc, nous, en tout cas, l'objectif du club, c'est que dans les 2 ans, quand il y aura la réforme des championnats, on soit encore en National 2. Donc, on va tout faire pour, bien sûr, si après, on ne va pas se priver, si on peut aller jouer et titiller le haut tableau. Hein. Donc, nous, on n'est pas là non plus pour dire on finit 7e, c'est bien et on a fait notre travail. Non, non, pas du tout. Donc, le principal, c'est de prendre des points et après, on verra. Hervé Louba, l'entraîneur de Trélissac, l'avait expliqué il y a un mois sur LFNA TV en disant le fait que je sois arrivé en début de saison, c'est-à-dire début 2022, a permis de connaître le groupe et de travailler sereinement pour le prochain championnat. Ça fait du bien d'avoir un entraîneur qui est là depuis un peu plus de temps que cet été, par exemple. Bah, il a pu déjà transmettre un peu son message pour les joueurs qu'il a gardés, même s'il n'y en a vraiment pas beaucoup, parce que franchement, tout l'effectif a changé. Je pense que sur la compo de samedi, je crois qu'il doit y avoir que Thomas, Thibaut et moi. On doit être que trois, avec Exaucé 4 peut-être. Et après, tout le reste, c'est des nouveaux qu'il a amenés. Mais je pense que le fait qu'il soit venu avant, il a pu bien cerner le club, bien cerner sa demande. Après lui aussi, il y a toujours eu des équipes qui jouent et il savait déjà, je pense, ce qu'il voulait en signant ici. Moi, qu'il a pu travailler sur ça, savoir les joueurs qui lui manquaient sur chaque poste. Et le fait d'avoir 3-4 mois d'avance, je pense, a permis à faire un recrutement malin et avec des joueurs très précis pour, euh, pour s'adapter à son profil de jeu, quoi. Prochain match, dernière question Jimmy, prochain match à Andrézieux-Boutéon qui ont gagné, Andrézieux a gagné sur la pelouse de Romorantin ce week-end. Est-ce que vous êtes méfiant avant ce déplacement? Méfiant, on est toujours méfiant. Après, on sait que là, on s'attaque à un gros du championnat. Je crois qu'ils jouent la montée, ils ont un gros budget, donc ils vont jouer devant pas mal de monde, dans un beau stade, avec des joueurs d'expérience. Nous, on a moins ces joueurs d'expérience, mais on a beaucoup de folie. On a une équipe en confiance, donc on va y aller en les regardant droit dans les yeux. Donc, nous, on va aller là-bas pour essayer de prendre des points. On n'a rien à perdre. Donc nous, je vous dis, on essaie de mettre en place le samedi ce qu'on travaille en entraînement. On est une équipe en confiance, c'est le principal, et il faut y aller avec cette dynamique-là et pas lâcher. Il ne faut surtout pas qu'on lâche parce qu'il n'y a pas trop de marge dans ce championnat et même nous, on n'aura pas trop de marge. Donc si on met un peu moins d'intensité, on va vite passer à la trappe. Andrézieux, donc Trélissac pour la troisième journée de championnat. On suivra ça attentivement. Merci beaucoup Jimmy d'avoir été dans LFNA TV. Très bonne soirée à vous. De rien, c'était avec plaisir. Bonne soirée à vous aussi. Au revoir. Non loin de là, Bergerac recevait Bourges. Après une défaite à Vierzon la semaine dernière, les hommes d'Erwan Lanuzel ont bien réagi, notamment avec l'aide de Christopher Bitsamou, buteur le week-end dernier déjà. Score final 1-0. Bergerac se rassure. Enfin, le promu, le Stade Bordelais, était sur la pelouse de Moulins-Isère samedi. Réduit à 10 dès la 36e minute, les locaux n'ont pas pu résister et concèdent le seul but du match. Le Stade Bordelais s'impose grâce à Moussa Dia
1-0. Vous le voyez, les résultats de la deuxième journée de National 2, match nul entre Angoulême-Charente et Chamalières. La victoire, je le rappelle, de Trélissac, leader face à Lorient, 4-1. Bergerac s'impose 1-0 face à Bourges et le Stade Bordelais l'emporte sur le terrain de Moulins-Yzeure. La prochaine journée de National 2, Angoulême-Charente recevra le promu, le Gol FC. Bergerac ira en Vendée défier les Herbiers. Trélissac aura un déplacement compliqué à Andrézieux-Boutéon et enfin, le Stade Bordelais recevra Vierzon. Ce week-end avait lieu la première journée de National 3. Le promu Porte-Entre-deux-Mers était en déplacement à Mont-de-Marsan pour son premier match. Comment s'est passée la semaine des Girondins? Élément de réponse avec Florian Sabatier pour LFNA TV. Pour la 4e année de présence à ce niveau-là, on accède à la N3, ce qui est une belle réussite pour le club, que l'on prend évidemment avec grand plaisir pour l'ensemble des 700 licenciés, mais qui n'était pas en soi un objectif absolu, même si on ne boude pas notre plaisir et on va croquer pleinement dans cette saison de N3 qui débute dans quelques jours. Ça va être un match rude face à une équipe qui descend de N2, il faut quand même, voilà. Donc nous, je pense que s'il y avait des parieurs, et je pense tout le monde ferait le pari de la victoire de Mont-de-Marsan, nous on va simplement faire en sorte de contrecarrer ces hypothèses, c'est tout. Mais je pense que les joueurs ont envie, le staff a envie, les dirigeants ont envie. Je ne dis pas que c'est une nouvelle vie pour les Porte-Entre-deux-Mers, mais en tout cas ça valide l'idée que à ce niveau-là, l'argent n'est pas tout. Voilà, l'argent n'est pas tout. Parce qu'on a, je le dis et je finirai sur ça, on a le plus petit budget de ce niveau-là. Franchement, super. Ils m'ont tous bien accueilli, que ce soit le président, le staff, les joueurs. J'étais nouveau, donc je connaissais pas forcément tout le monde, mais franchement, c'était vraiment super. Ils m'ont accueilli comme si j'étais chez moi et franchement, c'est cool. Ça, il y a un peu de ça aussi, le fait que jouer en N3, c'est ce qu'on voulait avec Arlac. On n'a pas pu le faire, c'est dommage. Mais oui, c'est avoir passé un palier. Voilà, en N3 pour continuer dans ma progression et pourquoi pas monter plus tard après. Exactement, ouais. Ça va être un très gros choc parce que voilà, comme tu as dit, ils descendent de N2. Et voilà, je pense pas qu'ils vont avoir une revanche de remontée, donc ils vont tout faire en sorte dès le premier match déjà de nous rentrer dedans. Donc ça sera à nous de tout donner, jouer notre jeu et voilà, pour gagner ce match, simplement. Ouais, ça a été la meilleure saison que j'ai vécue. Même avec le groupe, on avait un groupe super, on avait un staff super, donc tout s'est très bien passé la saison dernière et le résultat a fait qu'on est monté. Ouais, oui, bien sûr que c'est excitant. En plus, on va rencontrer une équipe qui descend de N2, Mont-de-Marsan. Ils ont une belle écurie, donc on va chez eux. Il n'y a rien de mieux pour débuter le championnat. Forcément, quand on part sur une nouvelle saison, donc une nouvelle page, et avec le groupe complètement modifié, c'est sûr que la page elle est vraiment blanche. Nous, on est un nouveau club qui arrive à un nouveau niveau, mais il ne faut pas du tout se comparer en termes de structure et même de ce qu'on est capable de faire sur le plan financier, etc. Tous les joueurs sont logés à la même enseigne, sur des primes de match. Voilà. On n'est pas sur des contrats, on n'est pas sur des choses comme ça. Il y a un autre modèle dans ce club où ils aident professionnellement les joueurs, les compagnes, enfin voilà, très axé sur ça. Mais il y a un écart qui est énorme comme ça sur la ligne de départ. Voilà. Après, ça reste du foot. Voilà. Il y a énormément d'exemples qui montrent que sur des équipes qui jouent bien, qui vivent bien ensemble, qui sont capables aussi de surprendre. Et il y a des grosses équipes aussi des fois qui passent au travers. Donc ça reste du foot. Oui, sur la ligne de départ, on est considéré comme une petite équipe, voire peut-être la plus petite. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être quelque chose aussi de motivant pour nous. Et on va jouer aussi sur ça. Ouais. Ils vont mettre du volume, ils vont mettre de la pression, ils ont beaucoup d'agressivité. On ne joue pas petit garçon là, on est prêt à
répondre. Il faut qu'on ait une bonne équipe, les gars. On va le montrer dès maintenant. Quand on parle avec Début de cette première journée de National 3 qui oppose le Stade Montois au promu Porte-Entre-deux-Mers. Dès les premiers instants de la rencontre, sur un dégagement de Sami Hadj, ce dernier va parvenir à trouver un coéquipier. Benjamin Garnier va remettre sur son gardien qui va écarter le danger de manière peu académique. Les hommes de Christophe Lopez insistent et sur un nouveau long ballon, André Ouin est bien trouvé dans la profondeur. Il va fixer et tenter une frappe qui est trop écrasée pour mettre en danger le gardien. Sur une nouvelle phase de jeu, Ismaël Messaoud va armer une frappe qui passera au-dessus des filets de Mputu Mawete. Assez sollicité sur son côté, André Ouin va parvenir à centrer en retrait pour Ismaël Messaoud. Mais une nouvelle fois, la frappe ne trouve pas le cadre. Les vagues offensives s'enchaînent et sur un coup franc de Romain Renard, le gardien de Porte-Entre-deux-Mers parvient à se saisir du ballon en deux temps. On se rapproche de la première mi-temps et sur une des rares phases de jeu offensif des visiteurs, Johan Mbati fixe son vis-à-vis et en enchaînant quelques passements de jambes, parvient à donner le ballon à Mehdi El Falaki. Le numéro 10 conclut cette offrande pour ouvrir la marque à la 43e minute de jeu. Mais le Stade Montois veut réagir rapidement et sur l'engagement, Hugo Tarbès va allonger afin de trouver Kevin Tosia qui tente de lober le gardien, mais sa frappe trouvera la barre transversale. Enfin, sur une dernière phase de jeu, Rachid Ousni va tirer un coup franc qui met dans la boîte. Junki Nakayama va tenter une reprise acrobatique qui ne trouvera pas le cadre. Fin de cette première période et c'est Porte-Entre-deux-Mers qui mène à la marque. Au retour des vestiaires, l'intensité sera moins importante, mais le Stade Montois va jouer son va-tout pour revenir à la marque. Sur une frappe lointaine, Romain Renard verra sa tentative ne pas trouver le cadre. Nous sommes dans les 20 dernières minutes de la rencontre et suite à une belle bataille, Jules Iblé va réaliser un tacle trop virulent. L'arbitre ne se pose pas de questions et décide de sortir le carton rouge pour cet excès d'engagement. Malgré la supériorité numérique, il faudra attendre le temps additionnel pour voir une ultime tentative montoise qui sera vaine. Fin de cette rencontre et c'est Porte-Entre-deux-Mers qui s'impose sur le score de 1-0 à Mont-de-Marsan. On est passé par plusieurs états, je trouve qu'on n'a pas très bien démarré, il y a eu une première demi-heure un peu difficile où on a eu du mal à se lâcher. Et puis voilà, il y a eu ce but qui est arrivé au bon moment sur un exploit individuel, c'est bien amené, c'est un beau but. Mais je trouve que sur la deuxième période, on a montré un petit peu plus notre vrai visage, beaucoup plus costaud, avec plus d'intensité. Et j'ai bien aimé aussi la réaction quand on était à 10, parce que sur la deuxième période, on n'a pas concédé grand-chose. Donc voilà, on savait qu'en menant 1-0 ici, c'est quand même une belle équipe, on allait être un petit peu acculé. Mais voilà, je suis satisfait de ce qu'on a fait sur un premier match, c'est très bon. Manque d'agressivité, un manque de tout dans tous les domaines, ce qui fait que sur une demi-occasion adverse, voilà, il marque. Dominer n'est pas gagné, là on est dans ce cadre-là, voilà. Donc à nous d'aller chercher les points à Chauvigny la semaine prochaine, chose qui ne va pas être simple, mais les joueurs doivent prendre leurs responsabilités. Moi je prendrai les miennes en temps voulu, mais eux ils doivent aussi assumer ce qu'ils sont capables de produire ou non produire sur le terrain. L'ES Guérétoise faisait également sa première ce week-end face à la réserve de Pau. Après un été agité, les locaux avaient à cœur de bien réussir leur début. Et c'est chose faite dès la 6e minute par l'intermédiaire de Théo Marques d'une belle frappe croisée. Les Creusois vont même doubler la mise sur corner après une déviation qui vient sur la tête d'Adrien au Maréchal qui trompe le portier adverse. 2-0, c'est le score final de cette rencontre. Des débuts de rêve pour l'ES Guérétoise. Et justement, David Testier, le vice-président du club, est avec nous dans LFNA TV. Bonsoir David. Bonsoir Fabien. Je suppose qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour ce premier match de championnat 3 et ce retour en National 3. Oui, c'était une entrée réussie. Voilà, on avait essayé de faire
du mieux possible dans cette préparation un petit peu particulière donc d'avant-saison. Et puis, voilà, des dirigeants se sont mobilisés aussi pour faire de ce premier rendez-vous à domicile une réussite. Et c'était le cas, tant sur le plan sportif que sur l'organisation. Comment s'est passé l'avant-match? Comment était l'état d'esprit, sachant que cet été a été agité, savoir si oui ou non le S Guérétoise allait monter en National 3 ou alors si c'était La Rochelle. Comment ça s'est passé toute cette semaine? Est-ce qu'il y avait un peu de tension, d'excitation? Alors, de la tension, non. Je pense que depuis qu'on a eu gain de cause et que ça a été validé par la 3F, voilà, les choses étaient beaucoup plus apaisées et on était serein. Le groupe a quand même pu travailler voilà, une bonne quinzaine de jours voilà, sans pression particulière sur l'éventualité d'un retour en R1. Donc non, on était tranquille et le groupe était serein et au travail. Oui, il n'y a pas eu de. Le timing était quand même assez court pour préparer notamment ce premier rendez-vous de la saison face à Pau. Oui, enfin, le groupe s'est préparé depuis le début comme si on était en National 3 et ça, c'était le mot d'ordre, faire comme si, même si effectivement il y avait toujours des échéances qui perturbaient un petit peu, qui pouvaient perturber l'état d'esprit. En tout cas, chez les joueurs, ça ne s'est pas ressenti. Voilà, je crois qu'on a fait preuve de transparence avec eux depuis le début. Et aujourd'hui, voilà, ils nous en sont reconnaissants et ils nous ont montré sur le terrain que voilà, on avait bien fait de faire ce choix-là, en tout cas d'être transparent sur toutes les procédures en cours. Ouais, dès la 6e minute, hein, vous ouvrez le score. Ensuite, vous doublez la mise vers la fin de la première période. Quelle a été l'ambiance à la fin du match? Je suppose qu'il y avait une euphorie un petit peu particulière à la fin de la rencontre. Oui, bien sûr, le groupe était, et on était tous contents pour cette entrée en matière, parce que ça validait le travail d'abord des joueurs, du recrutement aussi, du coach, voilà, toute cette préparation, en sachant qu'effectivement, recevoir cette réserve de Pau, réserve de Ligue 2, on savait forcément qu'ils avaient de l'avance dans la préparation physique, athlétique, dans le jeu aussi, parce que nous, on a quand même eu quelques recrues et qu'il fallait pouvoir les intégrer. Alors, le coach avait programmé pas mal de matchs amicaux. Mais c'est vrai que on était content de recevoir cette réserve, mais en même temps, on savait que ça allait être un étalonnage assez difficile. Bon, ça s'est bien passé. Effectivement, on a fait ce qu'il fallait en termes de réalisme. Je crois que voilà, ça s'est joué là-dessus surtout. En première mi-temps, ils ont eu aussi des situations très intéressantes. Ils n'ont pas validé. Voilà, on va dire qu'on a été meilleur dans les deux surfaces qu'eux et c'était un résultat très positif pour ce groupe. Ouais, toutes les équipes de ce championnat de la poule Nouvelle-Aquitaine sont difficiles à jouer. C'est un championnat qui est quand même assez homogène. C'était important de gagner ce premier match pour ensuite travailler tranquillement. Oui, dans les têtes, sur le plan psychologique, c'est toujours important de gagner rapidement dans le championnat. Attention, hein, c'est qu'un début, il ne faut pas s'enflammer. On sait d'où on vient et voilà, on ne se prend pas pour ce que nous ne sommes pas, mais on a bien travaillé et on est content que le groupe soit récompensé parce que effectivement, quand on a joué on a été sportif, on sait effectivement que le risque c'est de ne pas gagner et d'attendre la première victoire et que ce déclic-là arrive tôt dans la saison, c'est très bien. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va vivre une saison facile, mais au moins ça prouve que voilà, sans complexe, on peut rivaliser avec les meilleures équipes. On est à la toute fin du mercato pour tous les clubs. Est-ce qu'on doit encore attendre des renforts du côté de Guéret? Alors des renforts, oui, on est encore en attente d'une réponse d'un joueur, voilà, pour valider, on va dire, un joueur supplémentaire dans le couloir gauche. Voilà, on restera attentif aux demandes aussi et aux sollicitations parce que voilà, une saison c'est long, mais bon, je pense qu'on a quand même été assez complet dans notre recrutement par rapport aux exigences et aux demandes du coach. Et voilà, on est content de ce recrutement par rapport à l'état d'esprit des joueurs et puis par rapport aux moyens du club. Le championnat, du coup, la deuxième journée reprend directement le week-end prochain avec un déplacement à Bayonne. Comment vous appréhendez ce match? Écoutez, sur ces premiers matchs, voilà, le coach l'a dit, la préparation, elle a été, on va dire, un petit peu
chahuté par rapport à tout ça, et que clairement, il ne prépare pas son équipe aux 4 premiers matchs, simplement. Donc, sur le plan athlétique, on sait qu'on a souffert sur la fin de match. Ça a été difficile pour les organismes, notamment au milieu de terrain. Donc, on sait que voilà, on va avoir un gros déplacement face à une équipe qui jouera les premiers rôles cette saison. Donc, voilà, on va se préparer tranquillement, sereinement, avec la volonté de faire du mieux possible. Et puis, voilà, les garçons ont prouvé en tout cas qu'ils n'avaient pas de complexe, et que voilà, on ira pour faire le mieux possible. Et si c'est possible un résultat très positif, et tant mieux, on prendra. En tout cas, on suivra ce match Aviron-Bayonnais face à l'ES Guérétoise le week-end prochain dans LFNA TV. Merci beaucoup David Testier, vice-président de l'ES Guérétoise, d'avoir été avec nous dans LFNA TV. Merci à vous. Les résultats de cette première journée de National 3, vous le voyez en ce moment même. La victoire du Stade Poitvin face à Bayonne 2-0. Même chose pour le duel des réserves de Ligue 2 après la victoire des Bordelais sur les Chamois niortais. Un partout entre Neuville et l'US Chauvigny. Et pas de but entre Châtellerault et Libourne, et entre les Genêts d'Anglais et l'US Lège Cap-Ferret. Pour la prochaine journée qui aura lieu ce week-end, vous découvrez le calendrier. À noter le déplacement de l'ES Guérétoise à Bayonne. Porte entre deux mers recevra les Genêts d'Anglette, et le Stade Poitvin sera en déplacement contre la réserve des Girondins de Bordeaux. Dans l'actualité, la préparation des féminines se poursuit. Après les Girondins de Bordeaux la semaine dernière, partons à la découverte de l'ASJ Soyaux-Charentes, entraîné depuis quelques semaines par Stéphane Guigaud, le coach, qui est avec nous ce soir dans LFNA TV. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Je le disais, un gros morceau d'entrée pour débuter le championnat le 10 septembre prochain face au PSG. On est excité à quelques jours de la reprise. Deux gros morceaux, puisqu'on va à Lyon la semaine d'après. Je pense que c'est le remerciement de la Fédé pour me souhaiter la bienvenue dans la D1 Arkema. Non, on prépare ça sereinement. On sait qu'on n'est pas dans le même championnat, même si on est dans le même, mais on prépare ça sereinement. Justement, vous êtes arrivé cet été en provenance de Monaco. Quelles ont été les raisons de votre venue en Charente, notamment connaître la première division, je suppose ? Connaître la première division, ça a été la première motivation, et puis le fait d'avoir eu des contacts avec le président, et ça s'est fait naturellement. Comment vous jugez, vous, la préparation des filles pour préparer au mieux ce rendez-vous le 10 septembre ? Vous êtes arrivé au tout début de l'été, ce qui a permis de faciliter peut-être une préparation et d'avoir un groupe plus étoffé, de comprendre un peu mieux vos systèmes ? Oui, c'est ça, en fait, on est sur 7 semaines de prépa. On a eu les filles très tôt, on a quasiment tout le groupe depuis le départ, donc ça se passe bien, on a appris à se connaître surtout, et ça bosse bien dans les séances, c'est très sérieux, très appliqué, et on travaille plusieurs systèmes pour voir lequel est le meilleur pour elles. On est en pleine période de mercato, est-ce que vous attendez encore des renforts ? Pour le moment, je suis en train de jauger mon effectif, pas de renfort en vue pour l'instant. Donc vous l'avez dit, on commence par deux gros morceaux pour l'ASJ Soyaux-Charentes, à commencer par le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais ensuite. Quels seront les objectifs cette saison ? Les objectifs, ils sont très clairs. Il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un, c'est le maintien. Et c'est tout. Peut-être faire un petit parcours en Coupe de France, mais voilà. Mais c'est surtout le maintien, la priorité de garder ce club historique en D1. Vous venez d'arriver, Stéphane Guigaud, je le rappelle, l'entraîneur de l'ASJ Soyaux-Charentes. Comment se passe votre intégration au sein du club ? Ça va, c'est bien. C'est une belle région que je ne connaissais pas non plus. C'est très sympa. Et non, les gens m'ont accueilli comme il fallait. Et je me suis adapté à la région assez rapidement. Il me manque un peu le soleil du sud, mais pour l'instant, ça va. Et on m'a dit que les hivers étaient un peu plus froids. Donc, je verrai plus tard. Il y a encore un petit peu de soleil en Charente, vous qui avez passé une dizaine d'années dans le sud, mais le soleil est encore présent. Le football féminin, un petit mot quand même sur le football féminin, il a énormément progressé ces dernières années. Le dernier exemple, c'est le dernier Euro, un football plus physique, beaucoup plus technique. Les filles ont évolué. Comment vous voyez, vous, cette saison, cette D1 Arkema ? Je la vois en deux niveaux. Là. Les deux locomotives, le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais ? Ouais, après, ils sont 3-4 en haut, et puis il y a un deuxième championnat qui sera du bas. On en fera partie, c'est certain, mais voilà. Mais sinon, sur l'évolution, ça
ça devient de plus en plus physique, ça devient de plus en plus rapide aussi, donc ça devient intéressant. Il y a des phases de jeu qui sont très belles à voir, encore plus qu'il y a quelques années. Stéphane Guigaud, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison ? Un maintien. Un maintien, un peu de soleil aussi l'hiver. Ouais, un peu de chaleur l'hiver, pas de souci, mais j'aimerais un maintien pas à la dernière journée, puisqu'on rencontrera le PSG, donc ça sera compliqué. J'espère un maintien avant, pour préparer la saison d'après. Très bien, et on vous le souhaite en tous les cas. Merci beaucoup Stéphane Guigaud d'avoir été dans LFNA TV. Merci à vous et une bonne soirée à tout le monde. Comme toutes les semaines, nous vous faisons découvrir ou redécouvrir les meilleurs reportages de la saison. Ce soir, place au club de la Haute-Vienne. Ria Crancon développe de plus en plus sa section féminine. L'objectif est de monter une équipe senior féminine. Nous sommes allés à leur rencontre en mars dernier. Souvenir. Bonjour, Christophe Rougier, je suis le coprésident du club de Ria Crancon depuis maintenant 7 ans. Effectivement, on a dépassé pour la première fois cette année les 400 licenciés, ce qui est un nombre bien maximum pour nous par rapport à nos installations. Le label féminine a été mis en place récemment par la Ligue et nous, dès la deuxième année ou première année même, on a postulé, sachant que notre section des féminines avait débuté. Elle a débuté tout simplement avec à peine une dizaine de jeunes filles. Et puis maintenant, on est à pas loin de 30 et on espère que ça va continuer. Les filles ont l'air assidues, ça se passe très bien apparemment avec les responsables, donc ça va continuer, c'est sûr. Maintenant, le but du jeu est de faire perdurer la chose avec les plus petites, si on peut, et puis également essayer de créer quelque chose avec les plus grandes, et notamment les seniors féminines. Voilà. On attaque la 4e année où on a monté cette section. Et on se rendait compte qu'on avait toujours des féminines dans les catégories des petites et il n'y a rien à proposer après au-dessus. Donc on a fait le choix de déclencher cette section. Donc on a reçu le label il n'y a pas tellement longtemps de la part du district et de la Ligue. Un label qu'on avait obtenu, je crois que c'était dès la saison d'avant déjà. Il nous a été remis par rapport au Covid, il nous a été remis que cette année. Et donc en 4 ans, on est arrivé donc en foot animation. On se retrouve à avoir 28 petites. Et on en a 4 qui sont en U11, U13 sur la partie au-dessus, qui jouent en entente avec nos voisins dans Massac. En termes d'équipe, donc sur l'ensemble du foot animation, on a 28 licenciés, dont 4 toutes petites qui jouent U6. Et donc le reste, après, on arrive à faire 3 équipes sur les plateaux, tous les samedis. Et après, en féminine, sur l'ensemble du club, on a 10 dirigeantes aussi, licenciées dirigeantes. Et notre objectif pour l'année prochaine, certainement d'essayer de monter une équipe senior pour pouvoir proposer justement, travailler pour que les petites qui sont dans le foot animation, on leur propose quelque chose à tous les niveaux pour les années à venir. Comme Ria Crancon est quand même reconnu au niveau du département pour le football, on se voyait mal de ne pas avoir de féminine par rapport à certains autres clubs. Et puis on se rend compte que la demande, elle était là, sans qu'on le sache vraiment, elle était quand même là, parce que c'est vrai qu'en fin de compte, on voit qu'on a de plus en plus des filles, et puis ça permet des filles aux alentours de pouvoir faire le football, de jouer au football. En général, il y a moins de monde qui s'occupe des filles. Donc je trouve ça important de rester avec elles. Quand on voit chez les garçons, il y a plus de parents. Souvent plus de parents footeux. En plus, chez les filles, il y en a peut-être un peu moins. Malgré que nous, on a 3 ou 4 mamans qui ont fait du foot, donc voire 4-5. Donc bon, ça va. Elles font d'autres sports maintenant, donc elles n'encadrent pas trop, mais elles sont là sur le bord. Elles viennent aider s'il y a besoin aussi. Donc voilà, c'est la relève en fait qui prend la suite, on va dire. J'ai toujours aimé ce côté coaching entre guillemets, voilà, préparer des entraînements. Donc c'est venu naturellement et puis on a de la chance que pas mal de filles s'inscrivent chez nous. Et du coup c'est vraiment intéressant, on a une vingtaine de filles maintenant, 28 même avec les plus petites, donc ça commence à être vraiment sympa, quoi. On reprend les bases mais on apprend et puis après voilà, c'est leur sourire qui nous rend heureux de faire ça en fait, quoi. J'ai commencé parce que ma maman elle en faisait, mon papy il en faisait, du coup j'ai voulu essayer et
les filles elles peuvent pas jouer des fois. Et du coup là, en France, les filles elles peuvent jouer au foot et du coup moi je suis contente. Tu trouves ça plutôt bien du coup? Oui. Est-ce que tu as une joueuse préférée? Wendy Renard, moi j'aime bien. C'est la fin de ce numéro de LFNA TV. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pour revoir l'émission, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube LFNA TV. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission.